Bonjour et bienvenue à cette capsule sur les méthodes de caractérisation chimique dans laquelle on va regarder deux méthodes de caractérisation qui existent pour la chimie organique surtout, qui sont très utiles. On va parler de la spectroscopie de masse et aussi de la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire appelée RMN. Donc on va regarder d'abord la spectroscopie de masse brièvement, parce que c'est une méthode qui est quand même complexe, mais on n'ira pas dans les détails de comment elle fonctionne. Je vais vous le montrer brièvement, mais je vais vous expliquer aussi qu'est-ce qu'on va faire avec par la suite. Donc on va commencer avec ça. Je vous montre ici un appareil typique de spectroscopie de masse, mais je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne d'abord. Donc il y a un endroit ici, spectromètre de masse. Ça fonctionne avec des molécules qui vont être sous l'état gazeux. Donc, quand on va injecter dans l'injecteur notre échantillon, il faut que ça soit des molécules qui soient volatiles assez facilement pour pouvoir passer à l'état gazeux. Ensuite, ils vont passer dans un endroit où il y a un faisceau d'électrons qui les bombarde. Donc, qui bombarde les molécules. Et ce qui va faire en sorte qu'il y a des électrons qui vont être retirés de notre molécule en question qui est analysée dans notre échantillon. Donc, toutes les molécules qui passent ici vont être soumises sous un bombardement qui retire au moins un électron de la molécule puis qui forme un ion, donc de charge positive, qui va poursuivre le trajet. Donc, durant ce bombardement-là, il arrive aussi qu'en plus de retirer un électron, il y a ce qu'on appelle une fragmentation de la molécule. Donc, la molécule peut se trouver en morceaux et continuer par la suite. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que cette molécule-là, qui maintenant est ionisée, va passer à travers un chemin où il y a un aimant qui l'attend. Cet aimant-là va rediriger les ions sous une trajectoire particulière. Si jamais vos ions sont trop légers, ben à ce moment-là, ils vont venir frapper la paroi ici, tandis que ceux qui sont trop lourds vont venir frapper la paroi de l'autre côté. Donc, c'est seulement ceux qui ont une masse attendue qui vont pouvoir poursuivre. Et on va pouvoir balayer comme ça différentes masses pour pouvoir trouver à quelle masse se trouve notre échantillon. Donc, on va pouvoir, par exemple, l'appareil va tourner l'aimant pour pouvoir voir à quel angle de déviation est nécessaire pour pouvoir obtenir une détection particulière. Donc, le spectromètre de masse, excusez-moi, trie les cations, donc les ions positifs, selon justement leur rapport masse sur charge, qu'on appelle souvent MZ, donc sous l'effet du champ magnétique de l'aimant en question dans un tube incurvé. Donc, c'est seulement les ions qui ont une valeur particulière de M sur Z, qui est très spécifique, qui parcourt la trajectoire et peut être détecté par la suite. Il y a une erreur ici, c'est trajectoire, c'est trajectoire. Donc, juste régler cette petite erreur de français. Donc, vous avez ici un exemple de spectre de masse qu'on peut obtenir à l'aide d'un appareil comme celui-là. Ce que vous allez remarquer, c'est par exemple ici, c'est le spectre de masse pour l'hexane. Donc, généralement, l'hexane a une masse de 86 environ. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans un spectre de masse typique, qui n'est pas de haute résolution, les valeurs qu'on retrouve pour les masses dans le spectre, ce sont des valeurs approximatives, donc arrondies à l'unité près, et non pas avec des virgules. Si jamais vous voulez avoir une masse très précise avec des décimales, à ce moment-là, on utiliserait un appareil qu'on appelle de haute définition pour pouvoir avoir vraiment des valeurs très précises de masse en question. Dans le cas qui est ici, donc vu que c'est approximatif parce que c'est un spectre de masse typique, ce que vous allez avoir, c'est par exemple ici l'ion moléculaire de l'hexane. Donc l'hexane pèse environ 86 grammes par mol. Donc c'est normal qu'on retrouve cet ion-là. C'est celui qui est le plus élevé parce que c'est
la molécule avec juste une charge plus. Il n'a pas été fragmenté, elle est restée en un morceau. Donc, elle est de cette manière, de cette forme-là. Elle est chargée positivement au total. Mais par contre, il y a aussi le fait que, vu qu'on a retiré juste un électron, ben, il y a quelque part dans la molécule, on ne sait pas précisément où, surtout lorsque c'est juste des liens carbone-hydrogène, carbone-carbone, mais il y a un hydrogène qui est seul. Donc c'est pour ça que ici, en plus d'avoir un ion positif, on a aussi un ion radicalaire en même temps, lorsqu'on a l'ionisation de départ. Ce que vous allez remarquer, c'est que peut-être que vous voyez mal là, sur l'image qui est ici, là, mais il y a un petit pic qui est juste à côté, plus haut que 86, qui est généralement à 87 dans ce cas-ci, qui est l'ion moléculaire plus 1. Pourquoi on se retrouve avec l'ion moléculaire plus 1? Généralement, c'est parce que dans les molécules qui contiennent par exemple du carbone et de l'hydrogène et d'autres atomes, il y a des isotopes qui sont possibles. Ça veut dire que le carbone, qui est généralement un carbone 12, peut se retrouver dans certaines molécules sous la forme de carbone 13, qui est un isotope plus lourd que le carbone 12. Donc, il y a une forte possibilité. Donc, ça dépend des proportions dans lesquelles on trouve les isotopes. C'est quelque chose que vous avez vu en chimie générale. Ben, il y a des chances qu'on retrouve un carbone parmi l'ensemble de l'échantillon dans certaines molécules, un carbone qui soit un carbone 13, donc qui soit plus lourd que la normale. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver des échantillons, dans l'échantillon plutôt, des ions qui sont à 87 de masse plutôt qu'à 86 pour l'exemple, à cause des isotopes possibles. Donc, pour le carbone 13, pour l'hydrogène, le deutérium, qui est une masse supplémentaire, un neutron de plus. Même chose pour le carbone ici. Mais ça peut arriver aussi avec l'oxygène, avec le fluor et d'autres. Donc, c'est pour ça que c'est possible de retrouver certains atomes qui ont en fait, certaines molécules qui vont avoir dans leur spectre de masse des ions moléculaires, mais avec des ions supplémentaires qui sont plus hauts que la masse normalement attendue pour la molécule en question. Ce que vous allez voir, c'est qu'il y a d'autres valeurs avec d'autres signaux. Par exemple, il y en a un à 71, un à 57, un à 43, un à 29, etc. D'où viennent ces signaux-là? Puis, en fait, il y en a même certains qui, des fois, vont avoir des intensités plus élevées que celles de la molécule de départ. C'est que lorsque la molécule passe sous l'effet du bombardement, elle va s'ioniser, mais en plus, elle va parfois se fragmenter. Donc, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que le CH3 peut s'en aller, se décrocher carrément, partir avec l'électron seul, puis on se retrouve avec l'autre portion de la molécule qui est chargée positivement, qui nous donnerait par exemple celui qui est à 71, donc qui est 86 moins le CH3, qui nous donne 71. Et ainsi de suite pour les autres qu'on va retrouver ici. Donc, c'est quelques exemples ici que je vous donne, mais ça peut arriver pour d'autres types de molécules. Donc, c'est juste pour représenter qu'il y a une fragmentation qui est possible pour les différentes molécules lorsqu'ils passent sous l'effet d'un bombardement de particules de façon intense. Ben, ça se peut qu'il y ait une fragmentation. Il y en a des fois des fragments qui vont être plus stables que d'autres, donc c'est pour ça qu'on va les retrouver en plus grande quantité, simplement. Ce qu'on va tirer d'un spectre comme ça, à votre niveau de chimie, c'est surtout avoir la masse totale d'une molécule afin de pouvoir déterminer c'est quoi que j'ai comme molécule, c'est combien de carbone, combien d'hydrogène, combien d'oxygène je devrais avoir qui permettrait d'avoir cette masse-là. Donc c'est surtout dans cet aspect-là qu'on va utiliser les spectres de masse dans le cadre du cours. Donc, la spectroscopie de masse utilise un appareil qui est quand même assez cher. Donc, c'est pour ça qu'on n'en a pas au laboratoire. Mais il y a un autre appareil qui est très, très utilisé en chimie organique, qui est encore plus cher que celui-là. Et ça, c'est les appareils qui sont utilisés pour la résonance magnétique nucléaire, qui est une méthode d'analyse encore plus utilisée, surtout en chimie organique, mais dans d'autres types de chimie inorganique également, c'est fortement utilisé pour caractériser les produits, puis savoir aussi parfois même la pureté
en pouvant indiquer dans le spectre s'il y a des signaux qui correspondraient à d'autres molécules qui ne sont pas notre molécule en question. Donc, on est capable de déterminer c'est quoi, qu'est-ce qu'on a comme molécule. C'est très, très utile lorsqu'on a des échantillons où on ne connaît pas la nature, où on n'est pas certain. Puis, c'est aussi utile pour pouvoir déterminer la pureté. Donc, je vous explique brièvement comment la méthode fonctionne, parce que ça va assez loin au niveau de comment ça fonctionne avec les noyaux, hein, le nucléaire. Donc, c'est sûr que là, vous avez le mot nucléaire pour les noyaux et vous avez le mot magnétique pour l'effet magnétisme. Donc, on va avoir un aimant quelque part. Donc, généralement, dans cet appareil-là, c'est un gros aimant. Donc, lorsqu'on s'approche de cet appareil-là, il faut faire attention pour avoir rien qui est aimanté parce que ça va se retrouver collé sur l'appareil. Ça pourrait endommager l'appareil ou ça pourrait nous endommager les objets qu'on a. Donc, il faut faire attention à ça. Puis l'autre chose, c'est que l'appareil est très, très sensible, par exemple aux températures, parce qu'il y a un gros aimant à l'intérieur qui doit conserver une certaine température. Il coûte très, très, très cher. Pas juste d'entretien, mais juste l'acheter. Il y en a certains, par exemple celui-ci qui est un 700 MHz, ben, ça peut coûter dans des millions de dollars. Alors, la résonance magnétique nucléaire, qu'on appelle communément RMN, peut se faire avec l'hydrogène ou le carbone 13. Ça, c'est sûr qu'on va retrouver le plus souvent pour la chimie organique. Il y en existe d'autres pour d'autres types de composés qui contiendraient d'autres types de noyaux, mais c'est surtout ceux-là que nous, on va regarder. Nous, plus particulièrement, l'hydrogène, qui est celui qui, évidemment, on le retrouve dans beaucoup, beaucoup de molécules organiques. Ce sont deux types de molécules, d'atomes qui ont un noyau qui se comporte comme un petit aimant et qui possède en fait ce qu'on appelle un spin qui est en rotation sur un axe. Donc, par exemple, vous avez un hydrogène, puis il y a une rotation qui se fait de cet hydrogène-là sur un certain axe donné, qui fait en sorte qu'il y a comme un mouvement magnétique qui se fait à cause du mouvement des électrons qui a un spin particulier. Donc, il y a une direction d'un petit champ magnétique qui est formé par le noyau en question. Donc, lorsque ces atomes-là sont placés dans un champ magnétique qui est très, très, très puissant, ils vont s'orienter selon ce champ-là. Selon soit dans le même sens ou dans le sens opposé du champ magnétique. Donc, si jamais on est en absence de champ magnétique, vos différents atomes vont avoir leur champ magnétique de leur spin dans différentes directions, sans être affectés par quoi que ce soit. Dès qu'on les met dans un champ magnétique qui a une direction donnée, donc par exemple ici qui suit la flèche que j'ai indiquée ici, il y a deux possibilités, comme je vous dis, soit dans le même sens, donc dans le même sens on appelle ça un spin alpha, ou dans le sens opposé qu'on appelle un spin bêta. Donc ça, ce sont les deux possibilités que les noyaux peuvent avoir comme spin lorsqu'ils sont affectés par un champ magnétique. Donc par exemple par l'appareil. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, c'est que ces deux champs magnétiques, ces deux directions-là de spin, alpha et bêta, sont caractérisées par des énergies différentes. Donc, alpha est beaucoup plus stable que les spins bêta. Fait en sorte que lorsqu'on prend un électron, plutôt un noyau qui a un spin alpha, donc un hydrogène, un spin alpha, puis on l'amène dans le spin bêta, dans la forme spin bêta, ça veut dire qu'on inverse son champ pour aller contre le champ magnétique extérieur. À ce moment-là, ça alimente de l'énergie. Donc, c'est de l'énergie que l'appareil va fournir. Puis c'est lorsqu'on va mesurer ce changement-là, parce que à ce moment-là, l'atome va absorber cette énergie-là, c'est là qu'il va avoir un signal, un pic qui va être observé dans le spectre RMN. Donc, c'est lorsque la radiation électromagnétique exacte fournit assez d'énergie pour passer du spin alpha à bêta, donc l'espace
exact pour passer de l'un à l'autre, que c'est là qu'on voit un signal. Donc ça, c'est en gros comment ça fonctionne. On peut aller dans beaucoup plus de complexité, mais je vais essayer de rester simple parce que c'est une méthode qui demande beaucoup de connaissances quand même sur le plan de mécanique quantique que vous n'avez pas, puis je ne veux pas vous en demander davantage. Si jamais ça vous intéresse, on pourrait en discuter un petit peu plus. Mais ça peut aller très très complexe. Donc on va rester quand même simple. Je vais vous montrer un petit peu comment on va l'utiliser, puis comment ça peut être très très utile en chimie organique, justement. Donc dans un spectre RMN, qu'est-ce que vous allez avoir? C'est que vous allez avoir des pics qui vont apparaître sur un axe des X, et un axe des Y qui est comme l'intensité. Mais l'intensité n'est pas si importante que ça, puis je vais vous en parler brièvement par la suite. L'axe des X se nomme le déplacement chimique. Donc le déplacement chimique est en ppm, puis cette échelle-là, c'est une échelle qui est basée sur un composé qu'on a donné comme un référentiel à 0. Donc les hydrogènes du TMS, donc le TMS, c'est la molécule suivante. Okay, c'est le tétraméthylsilane, donc autour d'un atome de silice. Vous avez les hydrogènes des CH3, qui sont tous pareils, ils vont sortir sur un pic. Puis ce pic-là, qui vient du TMS, qui vient des hydrogènes du TMS, ben, il sort pour nous à 0. C'est notre référentiel. Toutes les autres valeurs, ensuite, donc tout l'axe, est basé sur ce pic de référence-là. Donc le reste, c'est vraiment un axe qui a été choisi, okay, de cette manière-là. Là, on aurait pu choisir un autre 0. Mais ça, c'est celui qui a été décidé pour avoir une valeur qui est toujours la même lorsqu'on va faire des spectres RMN. Vous voyez ici, c'est un spectre pour la molécule qui est là. Donc, dans la molécule qui est ici, il y a comme les hydrogènes en rouge, il y a des hydrogènes en bleu. Les hydrogènes en rouge donnent un des deux pics qui est ici, puis les hydrogènes en bleu donnent l'autre. Pourquoi? C'est parce que les hydrogènes ne vont pas tous sortir au même endroit. Okay? Donc, les hydrogènes qui ont un même environnement, donc par exemple, qui sont sur le même carbone, puis qu'à côté il y a un COO, ben, eux vont sortir au même endroit que d'autres hydrogènes qui sont sur un carbone à côté d'un COO. Tandis que les autres hydrogènes ici, ben, sont sur un carbone qui est à côté d'un oxygène. Donc, ils sortiront à la même place que d'autres hydrogènes qui sont sur un carbone à côté d'un oxygène de la même façon. Donc, ils sont dans le même environnement chimique, et généralement aussi le même environnement proche, là, en termes de proximité. Donc, ces hydrogènes-là sont considérés comme équivalents, chimiquement équivalents. Ils auront le même déplacement chimique dans le spectre RMN. C'est quelque chose qu'on va reparler par la suite. Je vais juste vous l'introduire ici, vu que vous en avez un premier spectre de référence qui est là. Donc, chaque fois qu'on va avoir un type d'hydrogène, on va avoir un même signal pour tous ces hydrogènes-là qui sont équivalents. Le nombre de signaux vont nous dire combien on a de différents types d'hydrogène équivalents dans une molécule. Donc, ça va être quelque chose qu'il va falloir reconnaître éventuellement. L'autre chose qui est important à savoir, c'est que le déplacement chimique de vos signaux va dépendre de l'environnement immédiat de ces hydrogènes-là. Ça veut dire, sur quoi ils sont liés exactement? Bien, sur le carbone, mais le carbone, il est comment? Il y a quoi d'autre sur ce carbone-là? Il y a quoi d'autre sur les carbones voisins à côté? Donc, par exemple, si vous avez un CH3, donc un carbone qui est primaire, bien, lui, il va sortir dans ces environs-là, autour de 1, par exemple. Si vous avez un carbone qui est secondaire, un CH2, qui est lié à deux autres carbones de chaque côté, il va sortir juste à côté de celui du CH3. Si vous avez un CH qui est un carbone tertiaire, donc lié à trois autres carbones, ben le H va sortir autour de 2, pratiquement. Okay? Donc, ça ici, tous les carbones saturés, ça veut dire pas sur des liaisons doubles,
etc., ben, ils vont sortir à ces endroits-là, à peu près. Là, ici, c'est une figure que j'ai prise en ligne qui vous donne des valeurs approximatives des déplacements chimiques. Vous avez un tableau qui va vous donner plus de valeurs précises selon le type de fonction dans votre page 80 de votre cahier d'atelier, donc votre cahier mauve. À la page 80, vous avez vraiment un tableau qui vous donne plus d'indications. Je vais juste passer brièvement ici pour les mots comme allylique. Allylique veut dire sur un carbone qui est juste à côté d'une liaison double. Ça veut dire que généralement, il est assez proche pour ressentir l'effet de la liaison double, mais pas complètement. La présence d'atomes très électronégatifs, des halogènes, l'oxygène, azote, vont déplacer un petit peu plus, à des quantités plus élevées en ppm, les signaux. Lorsqu'on a un hydrogène qui est sur un oxygène, comme un OH, ou encore sur un azote, comme un NH, ces hydrogènes-là peuvent sortir à des signaux qui sont très, très variés en termes d'endroits. Ça peut varier beaucoup entre 0 et 5, à peu près. Par contre, ces signaux-là, un petit peu comme pour l'infrarouge, le pic pour le H de OH ou les pics pour les H de NH2, par exemple, vont sortir beaucoup plus larges, comme des patates. Donc les patates OH, on en a encore une fois dans les RMN. Pas aussi larges, mais quand même un petit peu plus larges que d'autres types de pics, des H qui sont sur des carbones, par exemple. Ce qu'on appelle vinyliques, ça c'est des hydrogènes qui sont sur des carbones qui possèdent une liaison double, donc les alcènes. Aromatiques, ça c'est pour les hydrogènes qui se trouvent sur des cycles de benzène, par exemple. Et donc, toutes les dérivés de benzène qu'on va avoir après l'examen, ça, on va en voir plus un petit peu en particulier, qu'est-ce que ça veut dire aromatique, etc. Mais c'est les dérivés de benzène qui sortent environ dans ces valeurs-là. Tandis que si vous allez plus haut encore, vous allez avoir des acides carboxyliques, vous avez les aldéhydes également. Donc les H, le H de l'aldéhyde sort beaucoup plus haut, le H de l'acide carboxylique beaucoup plus haut. Tout ça parce que ce qu'on appelle cette zone-là, de haute valeur de déplacement chimique, c'est ce qu'on appelle les hautes fréquences. C'est des hydrogènes qu'on appelle déblindés. Ils sont déblindés par l'effet soit de résonance, soit d'un atome très électronégatif. Tandis que lorsqu'on est en basse fréquence, donc plus basse fréquence, c'est que ce sont des hydrogènes qui sont blindés parce que leur proximité autour d'eux est assez stable. Ils ont beaucoup de liens sigma, par exemple. Généralement, on va vers plus des basses fréquences dans ces cas-là. C'est des termes qui sont souvent utilisés en RMN. Nous, on ne va pas beaucoup en parler, mais je voulais vous introduire. Donc ça, c'est pour les déplacements chimiques. Maintenant, l'autre chose qu'on va devoir regarder très très fréquemment, c'est être capable de différencier sur les molécules quels sont les hydrogènes qui sont équivalents. Donc, lorsqu'on veut savoir si les hydrogènes vont sortir sous un même signal ou plusieurs signaux différents, il est important de déterminer si ce sont des hydrogènes qui sont chimiquement équivalents. Ceux qui sont chimiquement équivalents vont sortir dans un même signal, tandis que ceux qui ne sont pas équivalents vont sortir dans des signaux différents. Donc, dans un spectre RMN, ça va être important de savoir combien, dans votre molécule, il y a d'hydrogènes qui sont pareils, puis il y en a combien qui sont différents, c'est-à-dire combien il y a de pics qu'on pourrait avoir. Donc, par exemple, ici, j'ai la molécule CH3, CH2, CH3. Donc, si vous allez remarquer, ça, c'est votre spectre RMN. Dans votre spectre RMN, la hauteur des pics, c'est pas très, très important. Qu'est-ce qui est important? C'est l'air sous la courbe des pics. Donc, l'air sous la courbe va être proportionnel au nombre d'hydrogènes que ces pics représentent. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre l'air sous la courbe. Vous avez déjà vu c'est quoi des intégrales. Donc, généralement, avec l'aide d'un logiciel, on prend notre spectre, on demande au logiciel d'intégrer sous un ensemble de pics, un signal donné, qui va nous donner c'est quoi approximativement que ça représente comme R, puis il va se
donner comme référentiel généralement la plus petite valeur d'air sous la courbe, qui va être le signal qui va être pour le moins d'hydrogène. Donc, par exemple, ici, il y en a un qui est équivalent pour à peu près 2 hydrogènes, l'autre pour 6. Là, ici, ça, c'est des valeurs approximatives. Généralement, lorsqu'on a un vrai spectre, on aurait, par exemple, 2,01, où on pourrait essayer de le mettre à 2 piles, puis là, celui à 6 serait peut-être autour de 6. Donc, on approxime pour avoir les valeurs exactes d'hydrogène. Parce que, généralement, il y a un petit peu de jeu là, dans comment on peut intégrer en dessous de la courbe. Alors, avec l'air, on peut savoir il y a combien d'hydrogène qui correspondent à ce pic-là. Donc, on voit clairement que ce signal-là, ces pics-là, représentent 2 hydrogènes. Et ces pics-là, ce signal représente 6 hydrogènes. Donc, clairement, il y a 2 pics, 2 signaux différents. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 types d'hydrogènes différents dans cette molécule-là. Est-ce que vous êtes capable de les voir? Ce qu'on peut voir, c'est que la molécule, elle est symétrique. Hein, le CH2, d'un côté, il y a un CH3, de l'autre côté, il y a un CH3. Donc, les deux CH3, les H des CH3 sont équivalents parce que ces H-là sont sur un carbone qui est voisin d'un CH2. Le CH3 de l'autre côté, même chose. Il y a des H sur un carbone qui est voisin d'un CH2, donc chimiquement, sont similaires, sont pareils. Hein? Donc, il n'y a pas de différence entre tous ces H-là. Donc, c'est pour ça que les 6 hydrogènes des deux CH3 sortent tous dans un même signal. Tandis que le CH2, lui, les deux hydrogènes sont un petit peu différents de ceux des CH3, donc ils sortent dans un signal différent. Parce que ces hydrogènes-là sont sur un carbone qui est un CH2 et qui est voisin de deux CH3. Puis il n'y en a pas d'autres dans cette molécule-là. Si on se retrouvait avec un CH3, CH2, CH2, CH3, on aurait aussi 2 pics. Hein, parce qu'on aurait 2 pour les CH3 puis 2 pour les CH2, encore une fois, à cause il y a une certaine symétrie dans la molécule, que ça soit partielle, c'est-à-dire une portion de la molécule, ou toute la molécule au complet. Ben à ce moment-là, on a des pics qui sont aux mêmes endroits, donc qui vont se rassembler. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a 2 signaux. Là, j'écris pic, là, mais vous pouvez voir qu'il y a plus qu'un pic pour chaque signaux, puis ça, on va en reparler après. Et il y a 2 signaux, donc ensemble de pics. Si on prend la molécule qui est là, puis que vous essayez de faire le même travail, essayez de voir il y a combien d'hydrogènes qui sont équivalents. Donc, il y a combien d'ensemble de pics que vous attendriez dans le spectre donné. Là, vous avez le spectre qui est à côté, mais essayez de voir pourquoi il y aurait quoi. Donc, est-ce que le CH3 qui est ici est équivalent au CH3 qui est là, qui est équivalent au CH3 qui est là? La réponse est non. Le CH3 qui est ici est à côté d'un COO, tandis que les deux qui sont ici sont à côté d'un CH. Donc, clairement, ces CH3-là ne sont pas tous équivalents. De plus, le CH qui est là, ben, il n'y a rien d'autre qui ressemble à ce CH-là. Donc, le H qui est sur le CH, c'est sûr qu'il va avoir un pic pour lui. Il va avoir un signal pour lui. Les CH3, eux, ben, il y en a 2 qui sont pas mal pareils. Ces deux-là sont sur un CH, sont voisins d'un CH. Tandis qu'il y en a un qui est vraiment différent. Je l'ai mis en vert ici. Ce qui est à côté d'un COO. Donc, il n'est pas comme les autres CH3. Donc, puisqu'il est chimiquement différent, il va avoir un signal qui va être différent. Donc, on va s'attendre à 3 ensembles de pics. Donc, vous avez 3 ensembles de pics ici dans le spectre. Il y en a un qui, si on fait l'air sous la courbe, correspond à un H, celui qui est en rouge. Il y en a un ici qui a un pic très mince, qui correspond à 3 hydrogènes. C'est ceux qui sont en vert. Tandis que là, ceux qui sont ici, vous voyez, plus bas, plus déplacés, plus bas en termes de fréquence. Donc à ce moment-là, ces 6-là, eux correspondent pour les 2 CH3 qui sont ici. Donc ça va être un exercice que vous aurez à faire, à pratiquer, c'est être capable de reconnaître les hydrogènes équivalents. Ensuite, le prochain sujet, c'est ce qu'on appelle la multiplicité, donc la fragmentation d'un signal. Ce que vous avez pu remarquer dans l'exemple que j'ai donné précédemment, c'est que il n'y a pas juste un pic lorsqu'on regarde les hydrogènes donnés. Il y a plus qu'un pic. Pour
un type d'hydrogène équivalent. Donc, par exemple, ici, le CH3 qui est en vert, lui, il a un pic qui est très mince, un seul pic. Donc, lui, il est un petit peu particulier. Mais les autres, si vous regardez celui-là, celui pour ceux en bleu, eux, ils sortent comme un double pic. Donc, comme deux pics voisins. Mais ça, c'est pour le même signal. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que le champ magnétique des hydrogènes voisins vont affecter, donc les hydrogènes sur les atomes voisins vont affecter le signal. Donc, va décupler ou va fragmenter le signal de ces hydrogènes-là. Donc, par exemple, ici, les deux CH3, quand on les regarde, ils ont un voisin, le carbone qui est ici, il y a un H. Donc, étant donné qu'il y a un voisin, ce voisin-là va transformer les signaux des CH3. Plutôt qu'à d'avoir un seul signal, il va en avoir deux. Donc, deux pics pour le signal donné. Donc, ce qu'on appelle un doublet. Donc, un doublet, c'est lorsque vous avez un H voisin. Lorsque vous n'avez aucun voisin, aucun H sur le carbone voisin, par exemple, le CH3 qui est ici, son voisin, il y en a juste un, c'est le carbone qui est ici, il y a un COO. Il n'y a pas de H sur ce carbone-là. Donc, puisqu'il n'y a pas de H, le pic qu'on va avoir pour le CH3 va être unique, va être ce qu'on appelle un singulet, donc simple. Maintenant, l'hydrogène qui est ici, qui est celui en rouge, lui, il n'y a pas de voisin du côté du COO, mais il y a CH3 et CH3, donc il y a au total 6 voisins qui sont ceux qui sont en bleu. Donc, puisque 6 voisins, il va sortir comme un pic. Il y a 7 petits pics. Donc, ce qu'on appelle un septuplet. Les voisins, les hydrogènes voisins, vont fragmenter le signal des hydrogènes qu'on observe. Donc, de façon générale, la règle pour savoir qu'est-ce qu'on va avoir comme fragmentation va dépendre du nombre d'hydrogènes sur les carbones voisins selon donc le nombre de pics pour un signal est égal à n plus 1 où n est le nombre d'hydrogènes sur le ou les carbones voisins. Donc, il faut avoir un singulet, un doublet, un triplet, quadruplet, un quintuplet, un sextuplet ou un septuplet. Après un septuplet, donc ça veut dire un 6 voisins, ou encore que c'est trop difficile de voir la multiplicité exacte pour un signal donné. À ce moment-là, on va utiliser souvent le terme multiplet à la place pour indiquer, on est capable de déterminer c'est combien, mais il y en a beaucoup, beaucoup de pics pour un seul type d'hydrogène. La multiplicité peut aller dans quelque chose qui est très, très compliqué, très, très complexe. Nous, on va essayer de garder seulement ceux qui sont comme ça, c'est-à-dire singulet, doublet, etc. Mais c'est possible que lorsqu'il y a une certaine rigidité dans la molécule, avec certains H voisins, comme par exemple dans un alcène, vous vous trouviez avec des signaux qui, plutôt que de faire juste un doublet ou un triplet, ils vont faire un mix des deux. Ils vont avoir ce qu'on appelle un doublet de triplet, par exemple, ou un triplet de doublet. Donc ici, je vous montre un petit peu de quoi ça a l'air. Je ne vais pas vraiment mettre trop d'emphase là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on ne verra pas ça en détail dans le cours. Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Ça peut aller très, très complexe. Juste vous expliquer brièvement pourquoi ça peut arriver. C'est que l'hydrogène qui est ici, qui est en bleu, c'est celui qui aurait un type de pic comme celui-là. C'est qu'il y a deux voisins différents. Il y a ceux en rouge, il y a ceux en vert. Ces voisins-là l'affectent de façon différente. Ça veut dire que les deux en rouge vont lui donner un type triplet, parce que c'est deux voisins, donc deux voisins plus un, ça devrait être un triplet. Mais celui en vert, au lieu de s'additionner pour arriver à trois voisins au total, donc un quadruplet, on se retrouve avec un triplet causé par celui en rouge et un doublet causé par celui en vert. Donc c'est un triplet qui est dédoublé. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un triplet de doublet. Donc vous voyez ici, c'est comme si c'était un triplet, mais les pics du triplet, qui sont ici comme ça, sont chacun dédoublés parce que lorsqu'il y a un alcène,
la fragmentation n'est pas la même que lorsque c'est avec des liaisons simples. Donc, c'est juste pour ça. Je ne vais pas aller dans le pourquoi avec le couplage et les valeurs euh, de constante de couplage qu'il y a entre les hydrogènes, parce que ça va dans très complexe. Mais ça, c'est juste pour vous introduire pourquoi c'est un petit peu plus particulier avec, par exemple, les doubles liaisons. Mais généralement, on ne va pas en voir beaucoup là, dans le cadre du cours. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec vos spectres? Bien, si on regarde l'analyse des différents types de spectres qu'on peut avoir, spectre infrarouge, les spectres infrarouges vous donnent les fonctions principales dans une molécule. Donc, est-ce qu'il y a un COO, est-ce qu'il y a un acide carboxylique, est-ce qu'il y a un OH, un NH2, etc. L'autre type de spectre qu'on peut avoir, le spectre de masse, que je vous ai présenté au début, ben lui, il va vous donner la masse totale de la molécule. Puis grâce à ça, on peut savoir c'est quoi la formule chimique. Donc, si jamais on ne vous donne pas la formule chimique comme ça, on peut vous donner un spectre de masse, et vous fait déduire c'est quoi la valeur de masse totale à l'aide de ce spectre de masse-là, et donc vous fait trouver c'est quoi la quantité d'hydrogène, de carbone, oxygène, azote, etc., qui serait nécessaire, évidemment, avec peut-être un infrarouge en plus pour vous aider. Finalement, le RMN, lui, c'est celui qui peut vraiment vous donner le plus d'informations sur la position exacte des hydrogènes et des carbones dans la molécule. C'est-à-dire qu'on peut redessiner une molécule à l'aide d'un spectre RMN, comme celui-là, et de savoir c'est quoi la formule moléculaire. Donc, si on fait l'exercice ici, je vais le faire avec vous, puis ça va vous arriver que vous ayez à le faire vous-même par la suite avec des exercices. Plus vous allez faire d'exercices, plus vous allez vous sentir à l'aise avec ça. Mais je vous montre un petit peu comment faire ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a plusieurs pics. On a ici des pics pour 2 hydrogènes, on en a un pour 3 hydrogènes, puis on en a ici pour 3 hydrogènes également. Je sais que j'ai 4 carbones, j'ai 8 hydrogènes, puis j'ai un oxygène. Ce que je vois, c'est que j'en ai un qui a 3 hydrogènes ici. Donc, je sais que c'est probablement un CH3. 3 hydrogènes, c'est pour un CH3. Qu'est-ce que je vois? C'est que c'est un triplet. Vu que c'est un triplet, ça veut dire qu'il y a 2 hydrogènes sur le carbone voisin. Donc ça me dit que j'ai un CH3 qui est à côté d'un CH2. Qu'est-ce qui confirme que j'ai un CH3 à côté d'un CH2? C'est que j'ai l'autre portion. J'ai la portion qui est ici, qui me dit j'ai un 2 hydrogènes, un CH2, voisin d'un CH3. Donc ils sont clairement voisins l'un à côté de l'autre. Donc j'ai déjà un CH2 et un CH3. Puis, qu'est-ce que je remarque, c'est que lui, il est pas mal plus élevé que d'habitude. Donc, il doit être voisin d'un quelque chose avec l'oxygène. Donc, qu'est-ce que j'ai mis comme possibilité? C'est, par exemple, un COO. Donc, qu'est-ce que je vous dirais, c'est que plus vous avez d'informations, plus vous faites commencer à bâtir votre molécule, à la dessiner ici, par exemple, en haut. Donc, je sais que j'ai un CH3, CH2, puis probablement que j'ai un carbone qui, lui, n'a pas d'hydrogène voisin, parce que sinon, j'aurais plus de pics ici. Donc, qui n'a pas d'hydrogène, donc c'est juste un COO. Puis, qu'est-ce qui confirme ça? C'est que j'ai un CH3 qui est ici, qui lui sort comme un pic seul. Donc, quand il sort comme un pic seul, c'est parce qu'il est isolé. Le carbone qui est juste à côté de lui, il n'y a pas de H. Donc, probablement qu'il est voisin d'un COO. Puis, il est aussi plus déplacé que d'habitude, un petit peu comme celui qui est CH2. Hein? Normalement, un CH3 normal devrait sortir autour de 1. Un petit peu comme lui. Mais ce n'est pas le cas, il est déplacé parce qu'il est à côté d'un carbone qui a un élément très électronégatif. Donc, si je dessine ma molécule, je commencerai par quoi? Ben, CH2, CH3. Là, je les ai mis en évidence là, pour vous montrer les couleurs. Vous n'auriez pas besoin de dessiner les hydrogènes, mais des fois, si je vous demande de me dire exactement quel hydrogène correspond à quel pic, ça peut être quelque chose à faire. Vous pouvez utiliser des couleurs, vous pouvez dire, bon, ben ça, c'est des hydrogènes A, ça, c'est des hydrogènes B, ça, c'est des hydrogènes C, ou les numéroter, si vous voulez, pour dire à quel pic ils correspondent. Donc ça serait ceux du CH3, ceux en rouge, ceux du CH2 en bleu,
Après ça, j'ai un CH3, qui est celui en vert, et qui est isolé par un COO. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4 carbones. Donc, 4 carbones sont là. J'ai mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hydrogènes. Et j'ai mon oxygène. Donc, ça correspond à la molécule. Donc, c'est comme ça qu'on analyserait un spectre à partir de notre formule chimique pour pouvoir dessiner c'est quoi la molécule exactement. On pourrait faire le même exercice, partir de la molécule et pouvoir dire quel pic correspond à quel hydrogène. Ça, c'est un petit peu plus comme vous faites pour vos spectres infrarouges avec vos fonctions. Donc ça complète la capsule sur le spectre de masse et surtout spectre RMN, qui est vraiment plus quelque chose qu'on va utiliser. Si on aurait un appareil, on l'utiliserait constamment. Malheureusement, ça coûte très très cher, donc on n'en a pas dans le laboratoire au cégep. Mais à l'université, il y en a. Donc si jamais vous continuez à l'université, vous allez en avoir. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Sinon, je vous demanderai de commencer l'atelier. Sinon, on va se voir à la prochaine semaine, prochaine capsule. Au revoir!